Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts entièrement dédiée aux professionnels de l'informatique. Alors au menu, nous allons bien entendu parler technique mais aussi fonctionnel et essayer de voir avec eux quels sont leurs défis, leurs enjeux et la manière dont ils vivent leur métier et leur passion au quotidien. Salut à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Nicolas D'Ambrosio, créateur et président de Digitalissim. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Bonjour Nicolas. Bonjour Philippe. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet que j'aime bien et qui est assez compliqué, qui est l'interfaçage des applications dans le SI et de la gestion des flux de données. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, on va faire un petit saut en arrière et je vais demander à Nicolas de me dire ce qu'il se souvient de son premier projet informatique. Il y en a un qui revient, effectivement assez régulièrement. Ça date un petit peu, mais c'était en parallèle de mes études. J'avais créé une petite structure, une petite entreprise pour aider des entreprises sur la création de sites internet sur le web. En fait, finalement. Ce qui marque aujourd'hui, sur lequel je pense régulièrement, c'est le développement d'un site e-commerce pour une chaîne de magasins de bricolage. Et en fait, ce projet-là, je me suis rendu compte de plein de choses qui aujourd'hui ont drivé un peu mon parcours. Ça s'est bien passé ? Ça s'était super bien passé, ouais. Et je m'étais rendu compte que un simple site internet e-commerce ne suffisait pas, fallait l'intégrer. Enfin voilà, on reviendra sur ces sujets-là peut-être un peu plus tard dans le podcast, mais c'était un projet qui m'a marqué. Ouais. Rentrons un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu peux me raconter en quelques mots quels sont ton job, quelles sont tes caractéristiques et un petit peu comment tu en es arrivé là ? Alors, mon métier aujourd'hui, c'est d'être un levier de business pour mes clients à travers les techniques du digital, du web, du marketing et de la communication, mais avec une orientation assez techno de par mon passé. On en reviendra là-dessus, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est vraiment comme ça que je me définis aujourd'hui à travers le marketing digital. Ouais. Parce que c'est vrai que Nicolas, tu travailles sur plusieurs fonctionnalités, tu as une vision très SI, parce que tu travailles aussi chez Alternative DSI. En fait, Alternative DSI est un cousin de Digitalissim, puisqu'il est présent au capital de Digitalissim, et ce qui a une empreinte assez forte, on va dire, sur la partie informatique au sein de Digitalissim. Voilà. Et moi, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on va parler effectivement de sujets techniques, mais toujours avec un angle business, parce que toi, tu as une grosse composante business par rapport à ce qu'on peut avoir déjà eu sur ce podcast. Digitalissim en quelques mots. Digitalissim en quelques mots. Alors, on n'aime pas trop se faire appeler web agency aujourd'hui, c'est le mot un peu à la mode, mais c'est pour moi, j'ai toujours trouvé ce mot-là très réducteur. Plutôt réducteur parce qu'il s'arrête simplement à la génération de leads ou d'être un peu plus visible sur Internet. Finalement, moi, j'aime plutôt nous dire qu'on est des experts en parcours client. Ça veut dire que notre mission, c'est de faire en sorte, effectivement, d'être un peu plus visible sur Internet, mais surtout d'apporter des prospects et d'aller convertir ses prospects en clients et ses clients en ambassadeurs. On s'intéresse au parcours client des entreprises avec lesquelles on travaille et on vient proposer des leviers de business, des outils pour aller faire en sorte que ce process-là, en tout cas ce process de transformation, soit le plus fluide possible et le plus efficace possible pour que ce soit un vrai levier de croissance pour les entreprises avec lesquelles on travaille. Et du coup, vous êtes différent d'une agence de com ? On est différent d'une agence de com qui va s'axer vraiment sur je dis souvent de réaliser une œuvre d'art. Finalement, ils vont se focaliser sur le parti pris en termes de dessin, en termes de visuel, etc. Nous, notre parti pris, c'est de dire ce qui est important finalement, c'est que pour vous, quand on va voir nos clients, pour vous, on veut que le marketing soit comme le commercial, un vrai levier de croissance pour vous, et c'est surtout là-dessus qu'on se concentre aujourd'hui par rapport à une agence de com qui va faire en sorte qu'il y ait le slogan qui va bien, le logo qui va bien, les couleurs qui vont bien, ou le site internet qui soit une véritable œuvre d'art, etc. C'est bien que nos sites internet sont loin d'être moches, je dis pas ça, mais bien au contraire, mais c'est pas la seule chose qui nous fait vivre, ou c'est pas notre seule raison de penser, c'est surtout de faire en sorte que là où on est content, c'est quand notre client dit
ah ouais, je vois la différence, effectivement, d'un point de vue croissance et d'un point de vue business, voilà, effectivement. Okay. Ce qui m'intéresse. Et du coup, par rapport à une agence de com qui sont plus orientées, comme tu le dis, sur la communication, vous avez une grosse expertise technique. Ouais, c'est du coup, effectivement, notre cœur de métier, c'est de couvrir un périmètre assez large chez nos clients, et donc on s'arrête pas à dire, ok, oui, il faut faire du Google Ads, ou il faut faire faire telle chose pour ramener les prospects. C'est ok, mais finalement, une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on exploite ça? Comment on fait en sorte que ce taux de transformation, on s'intéresse beaucoup au taux de transformation, parce que ramener plus de prospects, si le taux de transformation diminue ou n'augmente pas, c'est pas très utile. C'est surtout, ok, on va aller ramener plus de prospects qualifiés pour augmenter ce taux de transformation-là, comment on le gère, comment on le mesure, etc. Voilà. D'accord. Moi, ça fait écho parce qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a une séparation qui est de moins en moins grande entre tout ce qui est communication, tout ce qui est web marketing, et puis le reste du SI, la transformation derrière, qu'est-ce qu'on en fait là-dessus. Donc, je trouve ça parfaitement... Enfin, je pense que Digitalissime est un acteur qui fait un peu le lien entre les deux mondes. C'est vrai que nous, on est des acteurs, genre Axopen, on est plutôt très, très SI. On s'oriente assez peu sur des sujets comme ça, mais derrière, vous êtes un canal parmi tous les canaux du SI qui est particulièrement utile, quoi. Et ça vient... En fait, cette histoire-là, elle vient de mon passé. Pour faire une petite parenthèse par rapport à ça, en fait, j'ai commencé, c'est assez marrant, j'ai commencé en tant que responsable informatique dans une boîte, dans une start-up qui est devenue une grosse boîte aujourd'hui. Et pendant 4-5 ans, j'ai été responsable informatique. Donc, je me suis formé aux techniques de l'organisation d'un système d'information, etc. Et puis, au bout de 4-5 ans, le DG est venu me voir et m'a dit, est-ce que tu veux, Nicolas, est-ce que tu veux récupérer le service marketing et communication et l'équipe qui allait avec, et il avait vu que j'avais pas mal d'appétence autour de ça, etc. Et finalement, je suis resté, je crois, 8 ou 9 ans là-bas dans l'entreprise, et j'ai construit à la fois, j'ai continué de construire le système d'information, mais tout en n'oubliant pas le marketing et la communication d'entreprise. Et je me suis dit, c'est incroyable, quand les deux fonctionnent ensemble, on arrive à faire des choses qui sont vraiment excellentes. Et l'entreprise, à une époque, avait une énorme croissance, etc. Je suis rentré, on était 20, je crois que je suis parti, ils étaient un peu plus de 100 personnes, et donc j'en ai vu vraiment l'évolution de tout ça. Et je dis, mais donc il y a un vrai... maintenant, ça transpire effectivement dans le métier de Digitalissime, parce que je pense que les deux sont indissociables et ont vraiment leur carte à jouer. Et c'est vrai qu'il y a finalement peu d'acteurs qui font le lien entre tout ça, parce que dans le monde de l'informatique, c'est assez siloté entre les différents acteurs. Passons tout de suite à une partie un peu plus technologie. Alors, on en parlait un petit peu avant ce podcast, mais tout ce qui est le transfert de données ou la gestion de données dans l'entreprise, c'est un peu le sujet qui nous anime et sur lequel toi, tu as une grosse expertise. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quelles sont les principales problématiques qui sont liées à la gestion de données aujourd'hui ? Alors, et pourquoi c'est important ? En fait, déjà, elle part d'un constat qui est présent dans 90% des clients, puisque aujourd'hui, l'enjeu de nos clients, c'est de faire en sorte que le digital soit un levier de croissance, mais en s'intégrant à un fonctionnement, à un process existant. Et aujourd'hui, on sait... D'un point de vue techno, je vais faire une image autour de ça, mais on sait fournir une Formule 1 en quelque sorte à un client d'un point de vue marketing digital. Mais la Formule 1, si elle est mal pilotée ou si elle n'a pas de moteur, eh ben on n'ira pas bien vite et pas bien loin. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment d'intégrer quelque chose en termes de marketing digital pour que ce soit un levier de croissance, mais bien intégré au fonctionnement et au process du système d'information. Donc vient la problématique de la gestion de données aujourd'hui. Ce que j'observe en fait régulièrement, c'est que à travers mes clients, c'est que finalement chaque service réalise son projet un petit peu de son côté, sans penser finalement global dans l'entreprise. Et on se retrouve avec ce qu'on appelle aujourd'hui le shadow IT, finalement, et qui est très présent avec les générations qui sont de plus en plus à l'aise avec le... Pour nos auditeurs, tu peux définir ce que c'est que le shadow IT, avec des mots simples. Les mots simples, ça veut dire que on bypass la stratégie de l'entreprise ou la DSI de l'entreprise avec sa propre techno, parce qu'on pense qu'elle est bien meilleure et qu'on va aller beaucoup plus vite dans son métier. Ça commence avec le petit Excel qu'on fait dans son coin pour traiter de la donnée. Oui, ou de la gestion de données, parce qu'il va se dire, moi je vais prendre Dropbox parce
que je suis vachement à l'aise avec Dropbox, mais finalement, côté sécurité, on ne sait pas du tout si c'est finalement très en phase avec la stratégie de l'entreprise, ou est-ce que ce Dropbox-là va bien s'intégrer avec la compta, enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là. Ça s'appelle le Shadow IT. Et avec les nouvelles générations qui sont plus à l'aise avec le digital, ça explose en entreprise. Donc, finalement, la problématique liée justement à cette gestion de données, c'est que chacun fait un peu son projet dans son coin, et puis finalement on se dit mais d'accord, mais comment ça... ok, ça veut dire qu'aujourd'hui est-ce que mon CRM va communiquer avec ma compta? Est-ce que mon site internet, tout ce que les prospects que je remonte de mon site internet, finalement ils sont dans une boîte mail, mais la personne, si elle part ou si sa boîte mail vient à disparaître, etc., comment je capitalise là-dessus? On se retrouve effectivement avec des problématiques qui sont malheureusement déjà présentes quand on arrive dans une entreprise. Et qu'on essaye de rattraper. Ouais, et en tant que client, c'est sûr, c'est très frustrant parce qu'on a toujours l'impression que l'entreprise connaît beaucoup d'informations sur soi et qu'elle pourrait être pertinente, mais en fait, l'information, elle est morcelée ou éclatée entre différents services et applications. Complètement. Et en fait, le parcours général, il n'est pas bon, quoi. Ouais, complètement. C'est exactement ça, oui. Maintenant, une fois qu'on a posé le constat, comment on fait concrètement pour passer des données d'une application à une autre sans tout refaire à chaque fois? Est-ce qu'on peut faire des interfaces? Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, la principale réponse à ça, effectivement, c'est d'aller poser un état du système d'information et des outils qui sont dans ce système d'information-là, et de savoir comment on peut les faire communiquer. Aujourd'hui, il y a quand même, la techno a vite évolué, il y a plein de notions, enfin, donc il y a d'outils permettant de faire ça. On appelle ça un data warehouse, un ETL, enfin des choses qui permettent de faire communiquer des systèmes qui sont pas conçus pour être communiqués, pour communiquer ensemble, dans leur fonctionnement. Et ça va permettre de garantir des transferts de données, en tout cas, au bon format, parce que c'est parfois pas au même format entre les deux applications qui doivent communiquer. Je prends l'exemple d'un CRM qui envoie des données autour d'un contrat qui vient d'être gagné et qui doit envoyer ça dans l'ERP pour émettre la facturation, le bon de commande, enfin tout ce qui est lié à l'activité de l'entreprise. Souvent, les données sont pas du tout au même format. Donc, on va avoir des outils qui sont garants de ça et qui vont permettre de faire en sorte que tout se passe bien comme il faut, et qui arrivent à les faire communiquer et comprendre ensemble. Et ça c'est vrai, je ne sais pas ce que tu en penses, mais dans le choix des outils de son SI, il faut aussi réfléchir à est-ce qu'ils sont suffisamment ouverts pour être interconnectés, quoi. Ça, c'est la vraie problématique. Ouais. Alors aujourd'hui, les éditeurs de logiciels ont bien compris que s'ils voulaient avoir une avance sur les autres, il fallait qu'ils aient des API qui soient plutôt très bien construites, une documentation, enfin une communauté autour de tout ça qui soit performante, pour que ce soit un véritable un levier supplémentaire de décision d'adopter cette solution-là au sein de l'entreprise. Et donc ça, effectivement, on se rend compte que ça s'est ouvert un petit peu avec le temps pour d'un point de vue commercial dans l'entreprise. Ouais, puis moi je vais faire une parenthèse côté SI, mais le client a souvent du mal à se rendre compte que faire des interfaces avec des systèmes externes, ça coûte très cher. C'est vraiment généralement des coûts qui sont un peu négligés, oubliés au début du projet, et à la fin qui sont pharaoniques. Qui sont pharaoniques. C'est vrai qu'effectivement, il est régulier qu'on arrive après coup, en fait, ils disent, mais d'accord, ok, maintenant, je veux mettre en place un CRM, mais est-ce que vous avez pensé effectivement à l'organisation, avec qui il doit discuter ce CRM-là, votre site internet de la même façon, etc. Et donc, on se rend compte qu'on arrive sur des coûts humains aussi, relativement important, parce que on se rend pas compte que y a une vraie réflexion à avoir sur le process, sur la façon dont il est déjà en place et comment on pourrait l'améliorer, et donc il y a un coût humain, et ça c'est encore plus dur à admettre pour l'entreprise, de dire on ne pourra pas y arriver si vous investissez pas avec nous là-dessus aussi. Voilà, c'est vraiment une problématique qui est récurrente aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une bonne démarche avant de se lancer dans un projet? Est-ce qu'il y a une bonne stratégie pour prendre ce sujet-là? Alors, c'est de, effectivement, avec le temps, je dirais que c'est de prendre un peu plus de temps sur la partie réflexion et organisation du système d'information qui peut paraître importante au début. On se dit, mais vous allez me retarder mon projet, mais c'est mieux de reculer
en quelque sorte, pour mieux sauter. Et ça, on s'en rend compte et on propose de plus en plus ce genre d'accompagnement. Et c'est d'autant plus vrai quand l'entreprise est plus importante ou en tout cas est déjà avec est déjà plus grosse, on va dire. Et donc, on vient proposer cette notion-là pour dire, écoutez, il vaut mieux budgéter ou passer plus de temps sur cette phase-là de préparation, d'organisation, d'intégration et pour que le projet se déroule mieux et surtout, et ça je pense que tu peux pas me dire l'inverse, on a toujours peur qu'un projet déborde en termes de planning, de budget et ce qui est malheureusement pas si rare. Pas si rare, voilà. Merci. Ouais, non, c'est vrai. Et puis surtout, moi, je pense, je rebondis ce que tu dis, mais souvent, on se retrouve dans le cas où le service marketing ou peu importe le service a déployé son outil dans son coin sans aucune réflexion globale et on court après les bidons pour essayer de brancher ça au SI. Ce qui est dommage finalement. Ce qui est dommage parce que si on avait une vision claire ou si on avait fait ça auparavant, les choses s'intégreraient beaucoup mieux. Et on le voit aujourd'hui avec l'arrivée sur le marché de solutions un peu hybrides qui permettent d'interfacer assez rapidement, mais avec des fonctionnalités très 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 limitées, mais des logiciels du marché, etc. Et tu penses à quoi là par exemple? Je pense avec des outils comme Zapier, Integromat, etc. C'est des outils aujourd'hui qui permettent de faire quelques petits trucs. Personnellement, je trouve que c'est la mort du SI, ça. C'est un peu non, mais c'est la mort du SI, mais c'est arrivé grâce ou à cause de quoi? À cause de ces phénomènes-là. On peut pas dire l'inverse aujourd'hui. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas les types Zapier ou ce genre de choses, c'est grosso modo des petites solutions qui permettent d'avoir des connecteurs sur les gros logiciels connus du marché, de déclencher des actions quand se passe typiquement quand un nouveau client est créé dans la CRM, ça peut aller faire un appel pour potentiellement le créer dans l'ERP. Ma critique ici, c'est que souvent c'est des trucs qu'on maîtrise pas bien, qui sont faits pour faire des trucs simples. Pas du tout. Et puis le jour où cette solution-là disparaît et qu'on a basé tout son système d'information là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est des solutions, ce sont des entreprises derrière, des Zapier, etc. Demain, ils changent leur business model, ils changent leur mode de fonctionnement. On peut pas dépendre sur un système d'information de solutions comme ça. Ça me paraît complètement ahurissant de tout miser sur ce genre de choses-là. C'est du quick and dirty, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et du coup, si on veut sortir de ça, est-ce qu'il y a des outils que tu recommandes ou que tu as l'habitude d'utiliser qui peuvent fonctionner pour faire ce genre de transfert de données? Nous, on a l'habitude, en tout cas, de s'appuyer sur un ETL qui s'appelle Talent, voilà, après, et qui va être en charge d'aller garant de l'échange de données entre plusieurs solutions et de s'assurer que tout le monde communique bien. Est-ce que tu peux nous éclairer sur exactement, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'un ETL? Alors là, tu as cité Talent, mais qu'est-ce que c'est censé faire? Alors, un ETL, c'est alors l'acronyme, je l'ai plus. Extract, Transform and Load. Voilà, exactement. c'est un logiciel qu'on met en place et qui vient récupérer de la donnée à un endroit pour la diffuser à un autre endroit, tout en la transformant s'il y a besoin de la transformer. Si je peux définir ça avec des mots qui sont relativement simples autour de l'ETL, et il va soit s'interfacer avec des API, soit avec de l'export de données du logiciel en question, et il va aller faire sa petite moulinette, faire en sorte que la donnée soit quand même qualitative, etc. Donc ça veut dire qu'on n'envoie pas n'importe quoi à l'autre système, et donc il va l'envoyer au bon moment, parce qu'il y a aussi une question de timing par rapport à tout ça, et au bon endroit. Voilà. Tu en mets en place depuis un certain nombre d'années. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les bonnes pratiques pour faire ce genre de projet-là? Parce que c'est souvent un projet qui coûte cher en temps, même ne serait-ce qu'en délai de déploiement. Est-ce que tu as des bonnes pratiques pour éviter un peu ces écueils-là? La bonne pratique, et qui est, la chose indispensable, en tout cas, pour démarrer un projet d'ETL, c'est d'avoir une vision globale du système d'information. C'est impossible, sinon on va oublier quelque chose, ou on va, et surtout, la deuxième bonne pratique autour de ça, c'est de ne pas mettre un service de côté. Parce que
on vient de le dire, un ETL, c'est de l'échange de données. Donc, c'est du process. Si, à travers cet ETL, la mise en place de cet ETL-là, on oublie le mode de fonctionnement du service de la compta, de la facturation, du service RH, etc., ou de la partie commerciale, si on les intègre pas, on les implique pas dans ce genre de projet-là, où on comprend pas leur fonctionnement, on va passer à côté de quelque chose. Donc, les bonnes pratiques, c'est pour l'entreprise qui met en place ETL, c'est de bien connaître le fonctionnement du système d'information et bien connaître le fonctionnement des services. Et il y a des choses qu'on peut justement améliorer ou faire bouger autour de ça. Voilà. D'accord. Et donc, toi, ce que tu recommandes, c'est de mettre tous les acteurs autour de la table avant de démarrer, quoi. Alors, tous les acteurs ou d'avoir une personne qui est capable, qui connaît le fonctionnement de chacun des services. Mais parce que ça peut être, sur certains grands comptes, on peut pas avoir tous les acteurs, ou en tout cas, c'est plus compliqué, etc. Mais d'avoir les acteurs clés pour que ce soit une vraie réussite. Parce que en tant que personne qui accompagne les entreprises là-dessus, c'est très compliqué de connaître comme ça en arrivant comment chaque service fonctionne. Très compliqué. Il y a le process, puis il y a les outils, parce qu'ils ont chacun leurs outils spécifiques que on peut pas tout connaître dans les 50 000 ERP du marché spécifiques au métier. Exactement. Et puis parfois, il y a des ERP qui ont été développés spécifiquement pour le client. Et là, il va falloir aller voir l'éditeur, parce que le client, il n'est pas capable d'expliquer à l'éditeur ce qu'il veut faire, et travailler avec l'éditeur pour lui dire, écoutez, nous, on voudrait, par exemple, interfacer un CRM avec un ERP. C'est un ERP qui a été développé spécifiquement pour ce client-là. Comment on va s'intégrer? Des fois, il manque des choses. Des fois, l'éditeur va développer de nouvelles choses pour, justement, spécifiquement pour aller s'intégrer, etc. Parce qu'on a besoin d'échanges de données instantanés. Il y a des clients qui sont dans le retail, dans le commerce, qui ont besoin d'échanges de données instantané. Ça, un ETL est capable de le fournir, mais il faut répondre à certaines exigences, notamment faire appel à des API, à des webhooks, etc. Si on fait de l'extraction de données, on ne pourra pas avoir ce côté instantané, même avec un ETL. Voilà. Donc, c'est toutes ces problématiques-là qu'il faut bien prendre en compte, en tout cas, avant de démarrer. Une fois que c'est mis en place, imaginons qu'on a réussi, que le projet n'a pas débordé, que on est bien, ça se passe bien, on est content. Sur le long terme, comment ça se traite? Comment il faut le traiter? Parce que souvent, moi, l'impression que j'ai, mais je peux me tromper, c'est on met ça en place, et puis après, c'est dans un serveur qui traîne quelque part, on n'entend plus parler, et personne ne le manage. Alors, il y a ça, c'est un peu, sur le papier, on peut dire ça. Dans les faits, non, il y a quand même de l'administration, effectivement. On met en place des ça nécessite de la maintenance. Ça nécessite de la maintenance et de vérifier, d'aller mettre des points de contrôle, finalement. D'aller mettre des points de contrôle pour vérifier que la donnée... Alors, et là où ça devient compliqué, c'est que quand l'utilisateur vous prévient que la donnée est pas bonne, là on se dit oui, effectivement, donc c'est souvent comme ça que ça remonte, mais il faut éviter ce genre de choses-là et d'aller mettre en place des points de contrôle pour vérifier que ça fonctionne bien. Alors, en tout cas, il y a de l'administration, il y a de la maintenance au niveau de cet applicatif-là. Voilà, ouais, je pense que, je sais pas ce que tu en penses, et là je t'interroge là-dessus, moi j'ai tendance à dire aux clients, il faut le considérer comme une application à part entière, en tout cas comme des applications, et du coup il doit y avoir un porteur de projet, un mec qui le valide. Enfin, c'est pas juste de la tuyauterie, quoi. C'est pas juste de la tuyauterie, mais finalement je me rends compte avec le temps que le client le comprend assez bien, ce qui n'est pas toujours facile sur certaines applications, parce qu'il se rend bien compte que l'ETL va être garant de toute la donnée, de la qualité de la donnée de son entreprise. Et ça, pour un dirigeant, c'est primordial, finalement. Donc, l'évangéliser, le faire comprendre ça vient assez vite, parce qu'il comprend bien que c'est primordial, ça va être primordial dans son système d'information, et primordial pour accompagner sa croissance. Parce que mettre en place un ETL, ça répond à une demande à un instant T, mais ça sécurise la croissance de l'entreprise, parce qu'on a mis en place un échange de données au sein de son système d'information qui est capable d'accompagner l'entreprise dans le temps. C'est-à-dire que demain, il veut mettre en place une nouvelle solution qui répond à un besoin d'un service ou de son entreprise. Et ben, on a l'ETL, peu importe finalement si l'application elle est plutôt fermée ou pas, etc. Bon, faut quand même qu'on puisse aller attraper des informations dans la base de données, mais c'est comme ça qu'effectivement, on en parle comme ça à nos clients, c'est-à-dire vous sécurisez aussi votre système d'information et votre commerce, votre marketing autour de tout ça. Voilà. Allez, on va passer à la question que personne n'aime. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Ce sont des projets... alors, on ne peut pas donner un chiffre exact. C'est souvent des projets à 5 chiffres autour de tout ça, si on peut donner une idée, parce que ça dépend...
de la maturité et de la taille de l'entreprise. Sur une startup, là où ça coûte le moins cher, c'est souvent quand on s'adresse à des startups, c'est-à-dire qu'il y a une forte croissance, mais il y a un système d'information qui est pas très bien organisé, mais qui est encore assez petit. Donc, on vient accompagner la croissance de la startup et sécuriser cette croissance-là avec un ETL et un nouveau CRM qu'on vient faire l'onboarding, etc. Mais voilà, c'est sur ces projets qui sont un périmètre un peu plus restreint et donc un peu moins coûteux. Quand on s'adresse à une PME, un grand compte, où là, il y a déjà un système d'information qui a 20 ans d'âge, voire plus, etc., là, on s'adresse à des projets qui sont beaucoup plus lourds financièrement parlant. Oui, tout à fait. Ouais, mais ça ne m'étonne pas parce que quand on est une start-up, on a 3 outils à faire communiquer. Quand vous êtes un grand groupe, vous avez 40 référentiels alimentés. Ne serait-ce que la création d'un client dans un grand groupe, ça alimente un nombre d'outils. Et quand le groupe est européen, voire mondial, effectivement, on est sur des échanges de données avec des langues différentes, etc. Enfin, on arrive à faire à des choses qui sont beaucoup plus complexes, effectivement. Faut pas négliger le temps à passer là-dessus. C'est ce que je dis, moi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je dis il y a un coût financier au développement, comme tout financier, mais il y a un délai parce que qui dit plusieurs équipes, dit plusieurs acteurs, dit réunion, calage de réunion et tout ça. Et souvent, ça s'étend sur plusieurs mois, quoi. Et il y a une maturité à avoir aussi par rapport à ça, parce que c'est vrai que ça démultiplie les choses, la possibilité de faire, de choses à faire, pardon. Et ça veut dire que nous, toi et moi, Philippe, on connaît un peu ce que c'est. Maintenant, présenter ça dans une entreprise qui n'a pas forcément conscience de ce que c'est, ça ouvre le champ des possibilités. Ah, mais donc je peux faire ça ? Ah, mais je peux faire ça ? Ah, mais on pourrait réorganiser ça comme ça. Et donc, finalement, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces projets-là, comme les projets de CRM, etc., c'est de dire, OK, c'est que le client, il se rende compte, c'est là où on se dit, on a bien fait notre boulot, c'est que qu'ils se disent mais je peux faire encore plein d'autres choses avec ça, et donc l'investissement il est beaucoup moins perçu comme une peine par le client, parce qu'il se dit d'accord, là on est passé à la vitesse supérieure, en plus de ça j'ai sécurisé mon informatique, mon marketing, etc., mon commerce, et donc finalement le coût financier il disparaît un peu par rapport à ça, et ça c'est vrai que c'est plutôt satisfaisant quand le client il nous remonte ce genre de remarques. Et je sais pas si tu seras d'accord, mais moi je trouve ce qui est pas mal, enfin dans tout ce qui est les ETL, les ESB, il y a un coût de démarrage qui est un peu élevé. Et par contre, après, on peut monter en puissance, intégrer un nombre de flux quasiment infini dessus, quoi. Exactement, tout à fait. Faut gravir la première marche, j'ai envie de dire, qui des fois, c'est pas trivial, en tout cas pour la DSI. Mais derrière, c'est plutôt intéressant, quoi. Comment tu vois ça évoluer dans les prochaines années ? Je pense que c'est avec l'arrivée de plein de technos assez innovantes, etc., sur le marché, je pense que ça va se démocratiser au sens aujourd'hui, c'était quand même assez réservé à des entreprises qui avaient un certain historique, ou en tout cas une maturité importante. Aujourd'hui, je pense que ça le sera moins, ou en tout cas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ça va se démocratiser, être un peu plus facile d'intégration, parce que les systèmes aussi sont plus ouverts, ou des API plus efficaces, etc. Et donc, et la maturité des gens aussi évolue par rapport à ça, puisqu'ils savent bien qu'ils ne peuvent pas intégrer quelque chose si ça ne parle pas d'autres choses, etc. Donc, c'est vraiment... je pense que ça va évoluer dans ce sens-là demain, et c'est indéniable de toute façon, parce que avec ce phénomène de Shadow IT, il va falloir reprendre les choses en main par rapport à ça, et la qualité de la donnée aujourd'hui est importante, quel que soit le secteur d'activité d'entreprise, parce qu'on a encore hier des entreprises qui nous disaient non mais moi c'est bon, j'ai ça dans un fichier Excel, bon à la fin de la semaine je corrige, ou à la fin du mois je corrige, etc. Aujourd'hui les choses vont tellement vite qu'on ne peut plus entre guillemets perdre du temps là-dessus. Et donc, comme ça se démocratise, peut-être que le coût va être un peu moins important, ou mieux procéduré en termes de projet. Et dans ce cas-là, je pense que ce sera plus dans les mœurs, on va dire. Et tu ne penses pas qu'effectivement, ça devient de plus en plus simple de s'interconnecter, mais que du coup, le revers de la médaille, c'est que les entreprises déploient de plus en plus d'outils. C'est le revers de la médaille. De plus en plus de petits outils. Là, je pense dans le web marketing, ils font 12 000 outils pour se connecter aux réseaux sociaux, machin, et qu'au contraire, ça devient presque de plus en plus compliqué.
Ça peut être aussi, oui, effectivement. Moi, je peux te citer des clients qui ont plusieurs CRM, par exemple, qui ont 3-4 CRM qui gèrent des spans spécifiques, et vous dites, c'est la galère. C'est le cas de nous, d'un gros client avec lequel on travaille et qui a les 2 gros CRM du marché, pour ne pas les citer, HubSpot et Salesforce. Et du coup, et voilà. Ça me fait pleurer d'avance. Ils gèrent le groupe, c'est un groupe mondial, et ils ont voulu continuer la partie commerciale dans Salesforce et la partie inbound marketing dans HubSpot qui fonctionne très bien par rapport à ça. Et du coup, il y a un vrai challenge sur l'intégrité des données entre les 2 systèmes. Donc c'est effectivement, je pense que ce sera de plus en plus présent, et d'où l'importance d'aller bien, de faire communiquer ces données-là correctement avec des outils comme les ETL. Espérons que ça se passe bien. Ça se passe bien. En tout cas, on est là pour ça. Voilà, ça nous fait du boulot. Ça te fait du boulot et nous aussi. Exactement. On va passer on va s'arrêter sur le sujet principal. On va essayer de conclure un peu parce que le temps tourne. On a déjà fait 30 minutes. Est-ce que tu peux me dire, c'est des questions que j'aime bien poser enfin, est-ce que tu as encore un rêve technologique ? Est-ce que tu as encore un rêve de projet informatique ? Alors, technologique, peut-être pas, mais enfin, un rêve, je pourrais t'en donner 10 000, mais finalement, plutôt de projet, c'est aujourd'hui, chez Digitalissim, en tout cas, on travaille sur des projets d'envergure nationale et européenne sur certains clients, sur quelques clients. Ça me plairait beaucoup un jour de m'intégrer ou de prendre part à un projet d'envergure mondiale. Ça, c'est vraiment un truc donc je rêverais un jour de faire au sein de Digitalissim. Voilà. Pour pouvoir parler plein de langues et être sur plein de fuseaux horaires différents. Et on démultiplie le champ des possibles à chaque fois que le marché... Et la publicité, mais à chaque fois que plus le marché est étendu, plus en termes de champ de possibles au niveau du marketing digital, on a mesure de s'éclater. Voilà. Ouais, c'est ton appétence business. Exactement. Moi, le côté tech qui en moi dit, oh là là, plus de filiales à interconnecter, c'est encore plus de boulot, quoi. Est-ce que tu peux me donner, pour toi, j'aime bien ça, cette partie-là, une définition, mais pas une définition Wikipédia, une définition avec tes propres mots. Je te laisse choisir un terme parmi ceux-là ou plusieurs. Qu'est-ce que c'est pour toi une bonne technologie, un bon projet, un bon développeur ou un bon développement ? Alors, pour moi, une bonne technologie, mais c'est biaisé par mon métier, c'est une technologie qui est au service de l'utilisateur au sens usage, quoi. C'est effectivement on ne soit plus sur la techno qui fasse rêver le développeur, d'accord, mais qui fasse rêver l'utilisateur. Et ça, je pense que c'est primordial pour notre métier, en tout cas. On le voit à travers les évolutions. Avant, la DSI s'occupait d'aller gérer un data center. Aujourd'hui, on est tous dans le cloud, enfin la plupart des entreprises, etc. On vient gérer des choses à la volée, etc., des serveurs à la volée. Et donc, ça s'est démocratisé au sens usage. Okay, et besoin. Et je pense qu'une bonne techno, c'est une techno qui fait rêver un utilisateur et pas un développeur. Voilà. C'est triste ce que tu dis. Pour terminer, est-ce que tu as un conseil, alors quel que soit pas forcément concernant les ETL, ce qu'on a parlé, le transfert de données, mais est-ce que tu as un conseil à nos auditeurs sur le retour d'expérience maintenant de tes dizaines d'années dans le milieu de l'informatique? Le conseil principal, c'est de communiquer, en tout cas, parce que ce manque de communication... Vous avez bien entendu, s'il y a des informaticiens qui écoutent, communiquer est important. Communiquer, on se rend bien compte. Alors, c'est pas de faire de la réunionnite, on est bien d'accord, mais c'est surtout de communiquer et donc de ne pas négliger la donnée. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est bien beau de prendre tous les derniers logiciels du marché, super performants, etc. Si on ne les nourrit pas, l'exemple d'un CRM est flagrant. Moi, je leur dis, vous avez beau prendre... Beaucoup de clients se posent la question de est-ce que je dois prendre tel CRM ou tel CRM, etc. Je dis, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que vous êtes capable de l'alimenter avec des données qualitatives? Parce qu'un CRM, ça devient puissant à partir du moment où les données sont qualitatives à l'intérieur. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que c'est le conseil principal que je donne par rapport à ça, c'est ne négligez pas ça. Voilà. Travailler sur la qualité plus que la quantité. Exactement. Merci Nicolas. Merci Philippe.